capturés par l'expression I2O. On parlera un peu en détail du développement d'idées parce qu'il est à la base du processus. On vous aiguillera sur des sources d'optimisation intelligente et aussi sur des processus et conseils pour génération d'idées et sélection de projets. On rentrera un peu plus dans la partie aussi méthodologie et plan d'action pour à la fin aboutir à des histoires réelles, de success stories dans ce qu'on appelle optimisation intelligente, et ensuite une série de conseils ou de tips pour vous accompagner ou ouvrir la voie à un échange qu'on espère riche avec vous. Donc voilà, vous êtes mieux placé pour connaître le contexte actuel, mais l'optimisation de la base de cours, on a tous vécu avec pendant ces dernières années, ces dernières décades, et avec la crise du Covid et l'intensification de la compétition, c'est devenu véritablement impératif pour pouvoir, je dirais, survivre et réussir. Donc, les formulations de produits, vous êtes dans l'agroalimentaire, vous savez très bien que ça constitue la plus grande masse de coûts, et donc c'est sur cette base qu'on peut faire des optimisations intelligentes. Et ce qu'on appelle, nous, optimisation intelligente, ce sont des optimisations qui ne détériorent pas le produit, ni son image, mais au contraire nous aident à rester compétitifs. C'est-à-dire qu'une optimisation qui détériore la qualité de notre produit, pour nous, n'est pas classifiée comme optimisation et ce n'est pas ce qu'on souhaite faire, ni ce qu'on va présenter dans ce webinaire. Ce qu'on va essayer aussi d'expliquer, c'est qu'il faut absolument intégrer ce processus durable dans la vie de l'entreprise et aussi prendre en compte le contexte sanitaire actuel qui milite pour un sourcing ou pour des achats locaux de plus en plus. Je dirais pas cerise sur le gâteau, mais dans notre domaine, on doit beaucoup innover. Et donc, l'ensemble des optimisations qu'on va parcourir va nous permettre de dégager des ressources pour pouvoir le faire de manière efficace et intelligente. Mais d'abord, qui sommes-nous pour pouvoir vous parler de tous ces sujets? Alors, on a une alliance entre différentes expertises. Moi-même, je vais me présenter dans un peu plus de détails. J'ai une vingtaine d'années en commercialisation et marketing des produits agroalimentaires. Mon associé Saad Ktani aussi cumule une expérience exceptionnelle de 20 ans dans la recherche et développement à l'international et au Maroc. Et on a associé un groupe de conseils et de formation au Maroc. Et notre ambition est d'accompagner des entreprises comme vous en partenariat avec des associations crédibles et réputables comme la SMEX pour pouvoir vous accompagner à avoir un avantage concurrentiel durable. Donc, personnellement, j'ai à peu près 25 ans d'expérience au total, dont une vingtaine sur l'agroalimentaire, avec différentes compagnies, Unilever, Kraft et Mondelez. Sur différentes géographies, j'ai eu cette chance de pouvoir travailler sur l'Afrique, le Moyen-Orient, mais mon point d'ancrage est le Maroc. Et j'ai travaillé en tant que marketeur, non seulement à accélérer la croissance des différentes marques que j'ai eu à gérer, mais aussi à gérer un programme d'optimisation qui était, je dirais, intégré et qui faisait partie de mes objectifs au quotidien pendant une vingtaine d'années dans les différentes entreprises où j'ai pu travailler. Donc, j'ai eu la chance aussi de travailler sur différentes catégories, de la margarine au chocolat, aux biscuits et aux boissons instantanées et le café aussi, avec des résultats intéressants par moment sur les innovations, mais aussi avec des échecs desquels on a pris, mais aussi avec des optimisations réussies et des optimisations qui sont un peu moins. Et je suis ravi de pouvoir partager ces enseignements avec vous aujourd'hui. Merci Aziz. Donc, Saad Ktani, merci pour l'opportunité. Je commence par un petit parcours personnel, mes propres expériences, comme Aziz l'a mentionné. Donc, moi, je n'ai fait que de la recherche et développement pendant plus de 20 ans, en dehors du Maroc, avec des liens au Maroc aussi, surtout en biscuiterie, avec la biscuiterie Piment. Donc, j'ai démarré une carrière aux États-Unis en travaillant sur plusieurs catégories, à Kraft, en fromage, produits laitiers. Ensuite, en travaillant sur tout ce qui est condiments et sauces. J'ai fait un petit passage aussi en travaillant sur des pizzas et des plats préparés. Je me suis retrouvé après à Mondelez,
au Moyen-Orient, en retravaillant sur des produits laitiers fromage et pendant 6 ou 7 ans à travailler sur la biscuiterie et c'était là où il y avait le lien d'ailleurs avec le Maroc. Donc une responsabilité régionale, point de vue Moyen-Orient, Afrique. Donc on a essayé de mettre un peu les drapeaux des pays où on a travaillé, donc une expérience assez vaste, j'espère. Et puis une expérience aussi dans tout ce qui est développement de produits alimentaires. Et quand je dis développement, on parle de nouveaux produits, on parle aussi d'optimisation de coûts, qui est le sujet de le thème de cette présentation. Donc tout ce qui est reformulation de coûts, des processus et validation de qualité aussi, d'amélioration de qualité. Et puis aussi, vous voyez en face de vous, sur vos écrans, les marques sur lesquelles on a eu la chance et le plaisir de travailler, comme les biscuits Oreo. J'espère que tout le monde les aime et apprécie. Des fromages Kraft assez connus, peut-être en dehors du Maroc, plus qu'au Maroc, et avec d'autres produits. Donc ça, c'était le parcours plus ou moins personnel. Et puis là, on va parler d'un processus et des méthodologies qu'on appelle I2O, idée à optimisation, ou Idea to Optimization. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de vous donner un aperçu sur cette méthodologie et après, on va parler d'exemples concrets et on va vraiment faire un deep dive sur tout ce qui est changement, reformulation de recettes. Parce qu'en fin de compte, en moyenne, d'après nos expériences, on parle de 80% du coût du produit vient de la matière première et de l'emballage. Donc, on va essayer de faire un deep dive sur cela et espérons vous donner un peu quelques idées pour comment le faire. Donc, l'optimisation est une pratique qui consiste en 4 phases interconnectées. Donc, ça commence par un développement d'idées. Après le développement d'idées, on passe au développement de projets. Après le développement de projet, c'est le lancement du produit et on finit par l'évaluation post-lancement, c'est-à-dire après qu'on ait lancé le produit, on fait une évaluation pour voir si effectivement on a bien réussi. Donc ce développement d'idées est généralement multifonctionnel, donc c'est les gens des groupes, des teams de marketing, achat, R&D, production et autres qui sont très très importants à participer à ce développement d'idées. Bien sûr, une connaissance approfondie des consommateurs et du marché sur lequel on opère doit normalement garantir que les équipes travaillent sur de très bonnes idées, les idées les plus rentables. Ce processus, bien qu'aujourd'hui on est en train de parler d'optimisation de coûts, mais il peut aussi être applicable à l'innovation. Et puis, il est fortement recommandé de créer un comité de sélection et de pilotage de toutes ces initiatives pour décider de l'allocation des ressources et pour vraiment suivre les projets et les réaliser dans les meilleurs délais. Alors là, on a mis sur ce tableau, d'après nos expériences, les sources, généralement parlant, les sources d'optimisation des coûts dans l'industrie agro-industrielle. On en a mis 5, donc ça commence par l'approvisionnement et le prix des matériaux, et quand on parle de matériaux, on parle ici de la matière première, ingrédients, et aussi des emballages. On parle des économies de matières premières grâce à des nouvelles recettes ou utilisation d'ingrédients alternatifs et emballages améliorés. Et ça, c'est en bleu parce que c'est ça, au fait, on va faire le deep dive sur ce point-là, ou là, sur cette source-là, avec des success stories. Ensuite, il y a aussi une autre source qui est très importante aussi à ne pas oublier, c'est le processus de transformation et fabrication des produits eux-mêmes, d'où on peut faire sortir des économies et des savings. Il y a aussi le benchmarking qui vient avec l'amélioration des coûts. Et finalement, la cinquième source, le cinquième point, c'est le redimensionnement des produits et la rationalisation aussi. Et là, on aura aussi des petits exemples à partager avec vous, des success stories d'après nos expériences, là où on travaillait Aziz.
Donc, quand on parle de le développement d'idées, donc la phase de développement d'idées est destinée à assurer la réalisation d'économies des coûts des produits, et comme Aziz l'a mentionné auparavant, sans impact au maximum possible sur leur qualité et attributs. On a tendance parfois à se dire, une fois qu'on touche à une recette ou à un produit, on ne va pas avoir le même produit à la fin de l'exercice. Et ça, ce n'est pas vrai. Il faut le faire d'une manière intelligente. Et une fois qu'on comprend exactement ce qu'on est en train de faire aux produits, aux ingrédients, on arrive beaucoup de fois, parfois il y a des échecs, mais la majorité du temps, on peut arriver à un produit qui est at par, qui est équivalent au produit de départ, en minimisant son coût de production. Et pour arriver à faire ça, bien sûr, il est très important d'avoir une culture dans l'organisation elle-même qui encourage l'idéation et qui remet en question le comment et pourquoi. Parce que le comment et pourquoi est très important. Parfois, on a tendance à faire les choses et de continuer de les faire de la même manière. Et c'est là, malheureusement, peut-être on peut oublier qu'il y a des opportunités. Et donc, il faut toujours avoir cet esprit, cette culture de se poser des questions. Comment on fait ça et pourquoi on le fait de cette manière? Arriver à un développement d'idées, en général, on commence par un processus de brainstorming pour la génération d'idées. Ce brainstorming ou ces sessions de brainstorming se font généralement avec des membres des équipes multifonctionnelles parce qu'il y a chaque collègue amène ses propres idées et ça c'est très important à ne pas oublier. Ces idées sont ensuite évaluées pour leur faisabilité et potentiel. Et on a mis ici aussi quelques stratégies pour opérer les bonnes idées et les bonnes opportunités, parce que parfois on se pose cette question, comment on peut savoir si l'idée est bonne ou non, ou si l'opportunité est bonne ou non. Donc, normalement, en général, on a observé à travers nos expériences et notre carrière, que en général, les bonnes idées et opportunités apparaissent des choses qui dérangent dans notre façon de travail, du jour à jour. Des choses qui dérangent aussi les autres personnes, ou peut-être empêchent des gens de faire ce qu'ils veulent avec le produit, à leur manière et au prix qu'ils veulent. Donc, quand on commence à se poser des questions pareilles, il y a des idées qui sortent. Et puis, bien sûr, il faut toujours être au courant ou essayer de rester au courant de tout ce qui est, de toute nouvelle avancée scientifique et technologique, parce qu'il y a toujours de nouveaux ingrédients qui se développent sur le marché, il y a toujours de nouvelles machines, et ça aussi, c'est très important quand on pense à l'optimisation du coût. Et puis, en fin de compte aussi, à la fin, c'est de rechercher des problèmes à résoudre, parce que c'est là où on trouve l'idée, c'est là où on trouve l'opportunité qui va nous permettre à réduire notre coût et à rester compétitif ou à le devenir. Donc là, je donne quelques tips de brainstorming. Bien sûr, le brainstorming, je suis sûr que la majorité, peut-être vous avez tous participé à des sessions de brainstorming. C'est très intéressant, je vous le dis. Bien sûr, ça nécessite une pensée très créative. Et puis, il y a des do's and don'ts, comme on dit en anglais. Donc, il y a des choses à faire et de ne pas faire pendant ces sessions de brainstorming. Et ceci dans l'esprit de vraiment d'élargir les idées et d'arriver à identifier l'opportunité sur laquelle on veut travailler. Donc, il est toujours conseillé d'avoir un animateur dans ces sessions de brainstorming. Il faut essayer de ne pas critiquer les gens. Donc, il faut laisser parler, il faut laisser dire ce qu'on veut dire. Il faut essayer au maximum possible d'être spontané, parce que parfois, c'est à travers la spontanéité qu'il y a des choses qui sortent et sur lesquelles on peut bâtir les idées. Il faut essayer de rester positif, pas de points négatifs pendant les sessions, pendant le processus de brainstorming. Résister aussi à un engagement dans une idée particulière, parce que pendant le brainstorming, on lance des mots, on lance des idées, des concepts. Il ne faut pas vraiment commencer à réfléchir à comment les faire, mais c'est juste un download d'informations. Et puis à ce moment-là, on peut commencer à identifier les idées les plus prometteuses, et cela en fonction de leur taille, de leur potentiel, du grandeur du prix, etc.
pour arriver à les prioriser. Et puis aussi d'autres conseils ou des verrouillages mentaux qu'on observe de temps à autre qui découragent cette pensée créative pendant les sessions de brainstorming. Le brainstorming, ce n'est pas pour être très pratique ou pour trouver une idée pratique sur le champ. Ce n'est pas pour avoir une bonne réponse. Ce n'est pas pour être logique. On peut être totalement illogique. D'ailleurs, je me souviens, j'avais assisté à des sessions de brainstorming qui étaient bien sûr focalisées sur l'industrie agroalimentaire, mais auxquelles on avait invité des gens qui n'avaient rien à voir avec le secteur agro-industriel, qui travaillaient dans d'autres secteurs, mais à travers leurs expériences, à travers ce qu'ils avaient fait, ils peuvent suggérer, ces gens-là peuvent suggérer des idées qui peuvent être transférées au domaine agro-industriel. Il faut aussi éviter l'ambiguïté, comme j'ai mis sur le slide, et de dire ce n'est pas mon domaine, parce que là aussi, comme j'ai dit avant, on peut avoir de très très bonnes idées, des gens qui sont vraiment loin de ce qu'on fait. Et éviter finalement de dire moi je ne suis pas créatif, parce qu'on est tous créatifs et on a tous de très très bonnes idées. Il faut juste les exprimer et il faut un accompagnement pour vraiment développer l'idée. Donc ça, c'est une slide de tips sur les brainstorming. Alors une fois qu'on a les idées, comment les prioriser ou comment faire un classement pour ces idées-là et opportunités. Donc bien sûr, il est très important de les classifier pour commencer à travailler dessus. Et en général, ce classement est effectué en tenant compte de 4 éléments. Donc, il y a bien sûr l'avantage financier. Donc, c'est là où il faut faire des estimations initiales sur l'idée elle-même. Est-ce qu'on aura à avoir des dépenses d'investissement, du CAPEX, etc. Quelle est la complexité opérationnelle en essayant d'implémenter cette idée? Donc, c'est là où, par exemple, les équipes de production ou de transformation peuvent intervenir. Il y a aussi le calendrier de mise en œuvre qui est très important, parce que si on est pressé par accomplir une tâche ou une idée ou de faire une optimisation de coût, il est très important de savoir est-ce qu'on a le temps d'attendre 18 mois pour le faire ou on veut le faire dans 10 mois. Donc ça aussi c'est important de savoir le calendrier de mise en œuvre de l'idée. Et aussi de développer ou d'avoir une idée générale, en un premier temps, des ressources et moyens nécessaires pour la mise en œuvre de l'idée elle-même. Donc, je passe maintenant, donc ça c'était le développement d'idées. Alors, maintenant, on passera au développement de projets. Donc, la phase de développement de projet comporte plusieurs étapes. L'équipe est formée avec les ressources pertinentes et un chef de projet identifié. La portée et les objectifs du projet doivent être bien définis et alignés. Le calendrier et objectifs financiers doivent être déterminés. Un plan d'action devient très important pour l'implémentation avec les ressources nécessaires et les timings. Il est très important aussi de ne jamais oublier la concurrence, c'est-à-dire ce que nos concurrents sont en train de faire. Et donc l'évaluation concurrentielle et l'obtention d'informations du marché devient aussi importante à intégrer dans le projet lui-même ou dans l'idée que l'on veut, ou l'idée sur laquelle on veut travailler. Et puis aussi important d'avoir un accord de protocole de validation et alignement des niveaux de risque. Et là, on en parlera peut-être un peu plus tard, parce que quand on change une recette, par exemple, ou on reformule un produit pour l'optimiser, il faut toujours bien sûr valider aux yeux, en face du consommateur. Et là, avec les équipes marketing en général et consumer science, on doit avoir un protocole bien aligné et bien validé pour être sûr que le changement effectué ne change vraiment pas le produit lorsque ce produit-là est vendu ou là lorsque le produit se trouve sur le marché. N'hésitez pas à nous interrompre si vous voulez poser des questions, soit sur le chat, soit en levant la main. Je pense qu'il y a cette option aussi pour pouvoir poser des questions. Oui, bien sûr, avec plaisir. Sauf que moi, je ne vois pas ça sur je suis. Super. Donc là, on donne un petit tableau de pilotage qui contient les éléments clés à avoir
avant de se lancer dans un projet d'optimisation de coûts. Donc, bien sûr, clairement, les objectifs, le scope, avec les contraintes. Est-ce qu'il y a des liens stratégiques avec l'organisation elle-même et les délais avec les étapes, la connexion au consommateur. Et là, quand on parle de connexion au consommateur, c'est-à-dire une compréhension du produit lui-même que l'on veut changer. Est-ce qu'on comprend très très bien on appelle ça en anglais les drivers of liking, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ce produit-là que nos consommateurs aiment vraiment. Et c'est là le produit, il est centré sur ça. Donc, est-ce que c'est des éléments, quels sont les éléments que l'on peut toucher? Ce qui détermine les préférences. Et ce qui détermine exactement, merci, ce qui détermine les préférences du produit aux yeux des consommateurs. Et ce tableau de pilotage est très utile parce que c'est un bon sommaire de toutes les informations critiques sur le projet. Donc là, on a parlé tout à l'heure de recettes et de faire un deep dive sur la reformulation ou l'optimisation des recettes agro-industrielles. Donc là, on donne une petite liste, d'après nos expériences, de prérequis pour optimiser les recettes. Donc, en premier lieu, il faut toujours identifier, bien sûr, la liste des ingrédients et leurs fonctionnalités correspondantes. Ça, c'est très, très important de comprendre cet ingrédient qu'on a dans ce produit, il fait quoi et pourquoi il est dedans. Ça, c'est important. Deuxièmement, c'est de commencer à identifier les alternatives, les options alternatives, ainsi que les interactions potentielles entre ces ingrédients. Ça aussi, c'est important, parce qu'on peut toujours changer un ingrédient en oubliant que cet ingrédient peut avoir des interactions très, très importantes avec un autre. Donc, avant de faire cet exercice, il faut vraiment rentrer dans les détails de la recette et comprendre ce qu'on met dedans et comprendre les ingrédients, leur interaction. Troisièmement, comprendre avec les équipes de production aussi les limites et capacités des processus de fabrication qui existent aujourd'hui. Parce qu'on a beau avoir une idée d'optimisation de coûts, mais peut-être qu'il ne donnera pas sur la ligne de fabrication existante. Par contre, ce qui est intelligent, c'est de trouver une solution, c'est de trouver des alternatives pour réduire le coût de recettes ou de formules en gardant le même procédé de fabrication ou à la rigueur avec peut-être un capex pas significatif, c'est-à-dire avec juste quelques sommes d'argent qui ne sont pas très importantes à ajouter pour améliorer le processus de fabrication lui-même qui existe. Quatrième point, c'est en fonction de la complexité, bien sûr, de cette recette-là et du changement que l'on veut effectuer, on suggère toujours d'avoir un plan d'expérience ou de test couplé à des analyses statistiques. Parce que ça économise et de l'argent et du temps. Donc, au lieu de se lancer dans des changements à tort et à travers, il y a des façons méthodiques et statistiques pour commencer à tester les hypothèses ou à tester les ingrédients eux-mêmes et en les analysant dans le produit fini. Et bien sûr, tout ça, puisqu'on parle d'optimisation de coûts, il faut toujours garder en tête les coûts correspondants à tous ces ingrédients. Et je mets aussi un point ici qui est aussi important, c'est sans négliger les implications sur le processus. Parce qu'encore une fois, comme j'ai discuté sur le point numéro 3, on peut avoir une très belle idée des ingrédients alternatifs qui vont nous donner des savings, mais une fois qu'on prend cet ingrédient et le met sur la ligne, il commence à créer des problèmes. Et donc, ce qu'on gagne en reformulation de recettes, on le perd en production. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas bien. Donc, il faut toujours garder en tête les implications sur la fabrication et la transformation. Alors, un peu plus de détails sur les phases de reformulation de recettes dans l'agro-industrie, comme nous l'avions vécu. Donc, on commence par, comme j'ai dit tout à l'heure, un plan de test avec des ingrédients identifiés à changer, que ce soit des niveaux, des pourcentages, les types, etc. Idéalement, pour les économies de temps et d'argent,
de commencer à faire des petits essais à petite échelle, au lab ou dans un pilote, avant de passer à la ligne de production, et pour cibler aussi les meilleures options, les meilleurs ingrédients à tester. Et puis après, on peut passer aux essais en ligne avec les options provenant d'expériences à petite échelle. Il faut absolument effectuer des tests de stabilité au besoin. Et au fait, tout dépend du changement que l'on veut de l'ingrédient. Quand on parle d'export de produits, il y a la contrainte de ce qui se passe au produit une fois qu'il quitte l'usine de production. Donc, il y a tout ce qui est transport, il y a tout ce qui est fluctuation de température, il y a la durée de vie, donc tout ça doit être tenu en considération. Il y a bien sûr aussi des implications réglementaires en termes d'étiquetage du produit. Et puis quand on fait ça intelligemment, on fait ce qu'on appelle le phase-in, phase-out, c'est-à-dire que tout doit être bien planifié. Comme ça, on ne se retrouve pas avec l'ancien ingrédient et la nouvelle étiquette ou vice-versa. Et donc c'est pour cela qu'on a parlé tout à l'heure du pilotage et de l'équipe. Comme ça, il y a toute l'équipe qui travaille en tandem et on essaie de minimiser au maximum possible le risque d'avoir des pertes pareilles. Et puis très important aussi est de faire des essais prolongés sur les lignes de production. Ça c'est par expérience personnelle aussi. Je me souviens, il y avait des cas où on avait changé quelques recettes, on les avait lancées, malheureusement, pour plusieurs raisons, sans faire d'essais prolongés. Et puis, on s'est retrouvé avec des petits problèmes. Parce qu'en agroalimentaire, comme vous deviez bien le savoir, il y a une très grande différence entre le pilot et la ligne réelle. Donc oui, c'est des coûts de faire des essais prolongés, mais c'est des calculs à faire parce que parfois, et très souvent, on apprend beaucoup et on gagne beaucoup en faisant des essais prolongés avant de lancer la production officielle avec les changements effectués sur ces recettes. Et le dernier point, c'est la validation des prototypes. Et quand je parle de validation, on parle de tests consommateurs, bien sûr, et même des panels qu'on peut faire à l'échelle interne au sein de l'organisation. Alors, une fois que tout ça est fait, on passe à la troisième étape, qui est le lancement de produits. Bien sûr, avant de lancer ce produit, il faut que la validation soit entièrement complétée. Donc, on a parlé de ça auparavant, comment valider. La disponibilité du changement de recette et les étiquettes correspondantes, les essais en ligne et les études de durée de conservation et de stabilité aussi complétées. Donc ça, il faut vraiment avoir ces éléments-là pour au moins être confortable avant le lancement ou avoir un niveau de confort avant le lancement du produit sur le marché. Et le dernier point, c'est l'évaluation après le lancement. Donc ça vient après que le nouveau produit, le produit optimisé, soit lancé sur le marché. Donc il est important de ne pas oublier d'avoir du feedback, des retours, que ce soit du consommateur ou du marché où le produit se vend sur le changement effectué. Est-ce que ce changement-là a causé des problèmes? Est-ce qu'il y a des requêtes? Est-ce que le consommateur en parle? Il faut aussi, c'est un bon moment aussi après le lancement de revoir les objectifs du projet, c'est-à-dire de confirmer tout ce qui est financier, les volumes, les distributions, etc. Et bien sûr, le respect des délais de mise en œuvre, ça aussi c'est très important de toujours adhérer aux délais. Alors là, je vais prendre un petit peu d'eau avant de passer au success stories. Je peux enchaîner si tu veux. Les success stories du premier. Vas-y. Alors, ce qu'on a essayé de partager avec vous, c'est de quelques success stories qu'on a réalisés. Et donc, à partir de quelles sources ça a été fait. Donc, on a repris les sources, les 5 sources qu'on a identifiées tout à l'heure, c'est-à-dire les approvisionnements et les prix des matériaux, matières premières et emballages. Ensuite, les reformulations et options. Et ensuite, on parlera aussi des processus de transformation,
du benchmarking et pour finir un peu sur la partie redimensionnement des produits. Donc, c'est du vécu personnel qu'on a eu dans nos différentes expériences. Et je commencerai par le premier volet qui est le volet des achats ou de l'approvisionnement des prix et des matériaux. Alors, c'est encore plus vrai dans le contexte Covid où tout le monde essaye d'avoir des sources d'approvisionnement proches pour avoir la flexibilité qui nous a manqué pendant cette période sanitaire. Je pense que ce trend va continuer, mais il avait déjà commencé aussi par le développement de fournisseurs locaux. Les différents fournisseurs de matières premières et d'habillage se sont développés au Maroc, mais ce qui manque un peu, c'est une approche sectorielle pour pouvoir les développer et les qualifier pour pouvoir fournir, je dirais, les matières premières telles qu'on les souhaite dans nos formulations et les matières d'emballage. Donc, je me rappelle d'un cas où il y avait un travail de qualification de fournisseurs sur les huiles et sur les emballages pour la margarine, et aussi un travail qu'on avait fait sur les bocaux pour le conditionnement du soluble pour lequel on faisait du conditionnement au Maroc. Avec des effets, comme vous pouvez l'imaginer, importants, ne serait-ce qu'en économie sur les droits de douane, une bonne partie de ces droits de douane, et aussi sur la flexibilité locale, et aussi sur le fonds de roulement en termes de quantité qu'on stocke par rapport aux quantités qu'on importe en général de l'étranger. Donc c'est une grosse invitation à travailler dans les différentes associations sectorielles, mais de travailler aussi en parallèle ou en partenariat avec des associations comme la SMEX. Très bien. Donc je continue avec la deuxième source qui est les économies à travers les reformulations. Donc là, on liste juste quelques exemples qu'on a vécu, sur lesquels on a travaillé sur différentes catégories. Donc on a des exemples sur les fromageries, sur la biscuiterie et aussi sur les condiments et boissons. Donc en fromage, une des idées ou un des projets sur lesquels on avait travaillé, qui a vraiment bien donné, c'est la substitution de fromage par poudre et dérivés laitiers qui permettent d'obtenir des économies moyennes de 5%, et peut-être que ça pourrait être un chiffre conservatif, parce que je ne sais pas s'il y a peut-être avec nous des gens du secteur laitier, mais on doit tous savoir que les prix fluctuent. Tout ce qui est matière première, beurre, crème, etc., ça fluctue. Donc, de temps à autre, on peut se retrouver avec même plus d'économies en ayant des recettes plus ou moins flexibles qui permettent un sourcing aussi plus flexible. Un autre exemple, là je parle de Philadelphia directement, crème de fromage. Là, c'était un projet où la recette contenait de la crème qui venait en forme de liquide, et on a changé la recette complètement pour incorporer du beurre qui est congelé. Et pourquoi congelé? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à acheter le beurre quand les prix sont... et stocker le beurre jusqu'à une durée de 18 mois, et sans impact sur la qualité. Par contre, ce qu'il fallait faire, c'est d'essayer de développer le procédé de fabrication pour incorporer ce beurre congelé. Donc, parce que quand on travaille avec quelque chose de congelé, ce n'est pas le liquide. Et là, ça a vraiment donné de très très bons savings. On a mis approximatif 10, et ça peut monter jusqu'à 15%. Et là, c'est les smart, c'est les achats intelligents. Comme j'ai dit, donc c'est les services des achats à attendre l'opportunité d'acheter quand l'ingrédient n'est pas aussi cher, de le stocker et de l'utiliser dans la production. Puis le troisième exemple qu'on donne, c'est l'aération de crème de fromage. Ça, c'est l'incorporation d'air dans le produit. Ça donne non seulement des économies ou des savings, mais aussi ça donne des avantages sensoriels. Et ça, c'est très important aussi, parce qu'on peut avoir et de l'économie et de l'amélioration du produit, ou même de nouveaux produits. Par exemple, je parle toujours de la marque Philadelphia. Pendant plusieurs années, le produit existait comme crème de fromage. Et puis quand cette technologie d'aération a commencé à se développer dans l'industrie, on a commencé à la tester, et puis on est sorti avec toute une gamme de produits fouettés.
ou aéré. Donc ça aussi, c'est une des idées qui était très intéressante, une véritable success story. Dans le de biscuiterie, il y a plusieurs exemples. On a mis ici quelques-uns. Donc quelques-uns sur les ingrédients eux-mêmes, quand on parle de cake, de génoise, de biscuits salés. Donc pour les gens de biscuiterie qui sont peut-être avec nous, on sait très bien que les œufs sont un ingrédient très important à avoir dans les recettes. Par contre, quel type d'œuf et quel pourcentage d'œuf à avoir demande une optimisation, parce que l'ingrédient lui-même n'est pas de, il est assez cher. Il y a des complications à l'utiliser, poudre, qui peut être un produit, pour arriver à faire des économies sans toucher à la qualité du produit fini. On a aussi un exemple d'aération ou d'incorporation d'air dans tout ce qui est fourrage et crème qu'on utilise dans la biscuiterie ou la boulangerie industrielle. Quand on passe aux condiments et boissons, pardon, quand on passe aux condiments, on a des exemples de matières grasses où la réduction des niveaux d'ingrédients peut amener des savings importantes. Donc, là aussi, c'est des smart, c'est ça ce qu'on appelle des smart. Et par la même occasion, on donne un avantage. Ici, c'est la réduction du sucre. Il y a beaucoup maintenant il y a beaucoup d'attention sur tout ce qui est. Il y a du travail qui peut se faire en réduisant les niveaux de sucre par des substituts de sucre et en donnant un avantage nutritionnel aux produits finis. Sur tout ce qui est processus de transformation et fabrication, donc quelques success stories qu'on a mis ici. Le premier, c'est un process d'hydratation des poudres. Ça s'applique à plusieurs catégories. Ça s'est appliqué, on a utilisé ça dans les fromageries, ainsi que dans les boulangeries industrielles ou les biscuiteries. Et là, c'est en incorporant les poudres, des poudres dans les recettes, il y a façon et façon de le faire. Donc, en hydratant ces poudres, on accélère un développement fonctionnel de l'ingrédient qui va être inclus dans le biscuit pour garder sa qualité. Donc, il y a tout un travail derrière, mais l'hydratation est un des exemples qui marche et qui donne de très bons résultats quand on travaille avec des poudres. Le deuxième exemple, c'est celui de la crème de fromage Philadelphia dont j'ai parlé, où il y avait besoin d'utiliser des blocs de beurre qui étaient congelés à moelleux. Il fallait que ce beurre fonde très très rapidement, parce que sinon, il ne fond pas rapidement. Il y a une oxydation qui peut être chose qu'on évite, bien sûr. Donc, il y avait tout un travail de développement de procédés pour incorporer exactement ce beurre-là, pour le faire fondre le plus rapidement possible. Et on peut avoir plus de discussions sur ça, ça c'est juste l'idée en général. Et peut-être pour ceux qui sont vraiment, vraiment très curieux d'entre vous, ce procédé-là, il y a un brevet qui a été déposé sur ça. Vous pouvez le chercher, vous pouvez mettre juste mon nom et écrivez Philadelphia sur Google. Et vous allez faire sortir le brevet lui-même qui donne tous les détails. Ça, et la raison pour laquelle je parle librement de ça, parce que c'est un projet sur lequel on avait travaillé il y a plus de 15 ans. Donc maintenant, c'est considéré comme il n'y a pas de novel dans ce. Les gens peuvent reprendre l'idée quoi et essayer de la commercialiser chez eux.
Et puis un autre exemple, c'est tout ce qui est temps pendant la production, le temps de mélange, l'homogénéité de la poudre, du mix, etc. Là aussi, on peut générer des savings quand on optimise le procédé. C'est-à-dire, si on trouve que quelque chose nous prend 20 minutes à produire, pourquoi ne pas essayer de le faire en 19, en 18 minutes? Et là aussi, il y a des chiffres qui peuvent être calculés et attribués à cette réduction de temps. I mean, time is money, comme on dit. L'autre source, c'est le benchmarking, et ça, c'est une autre suggestion, recommandation, c'est de toujours étudier toute formulation emballage des concurrents, que ça soit au niveau local ou même à l'étranger. C'est de là où on peut s'inspirer aussi de plusieurs idées. Et en faisant ça, on l'a fait à plusieurs reprises, on a appris beaucoup de choses. On peut réaliser des savings de l'ordre de minimum 3% sur tout ce qui est matière première et habillage. L'exemple là est donné sur le portefeuille, sur la biscuiterie, mais le même peut être fait sur d'autres catégories. Dernier point, c'est le redimensionnement et la rationalisation des produits selon les besoins des consommateurs. Et là, on parle de right sizing. Ça a été fait sur le café. On peut faire ça sur le biscuit. Quand on parle de biscuit, on parle de diamètre du biscuit lui-même, du poids du biscuit. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour réduire le coût. En packaging, il y a toujours une optimisation de film qui peut se faire avec une optimisation de couleur aussi et les tailles elles-mêmes. On a mis un petit exemple là avec des ailerons. Il faut optimiser un peu le dimensionnement du package parce que parfois on donne de l'emballage gratuitement. On n'en a pas vraiment besoin. Donc, optimiser en fonction du besoin du produit lui-même, de ce qu'il y a dedans, est très important. Et puis un dernier exemple, c'est le redesign de bocal d'emballage. Ça a été fait, on l'a fait en fromagerie, en fromage fondu, on l'a fait dans les condiments, dans des sauces comme mayonnaise, avec des agents d'émoulage. Ça aussi, c'est des histoires très, très intéressantes sur lesquelles on peut réaliser des savings et qui c'est pour les consommateurs. C'est-à-dire c'est des choses vraiment que les consommateurs apprécient beaucoup. J'en parlais tout à Aziz. On avait travaillé sur un projet. On mettait de la mayonnaise dans des... et le consommateur se retrouvait avec beaucoup de produits qui restaient à l'intérieur, qui ne voulaient pas sortir. Donc le consommateur paye pour acheter, je ne sais pas moi, 200 grammes de mayonnaise, et en réalité, il ne fait sortir de ces 200 que 160, 150 grammes. Et les 40, 50 restent à l'intérieur, tout perdu. Donc avec un peu de travail de redesign du bocal lui-même, en incorporant des agents de démoulage, on peut faire sortir plus et on peut travailler sur le poids du produit final. Voilà, donc ça c'est le parcours de quelques exemples, de quelques success stories qu'on a voulu partager avec vous. On passe à des guides ou des conseils. Je commence par, puisqu'on a trop parlé de recettes peut-être, ou peut-être pas trop parlé de recettes. On verra à travers vos questions tout à l'heure et votre intérêt. Mais pour réussir des optimisations de recettes, ce que l'on recommande, c'est que les changements de recettes nécessitent vraiment une compréhension des principaux facteurs d'appréciation de vos produits. Quel est l'indispensable versus l'agréable à avoir? C'est-à-dire vraiment comprendre le produit, comprendre le consommateur. Qu'est-ce qu'il aime dans ce produit qu'il achète? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est l'emballage? Il y a plusieurs choses. Et essayer de comprendre ça est très, très important. Il est aussi essentiel de corréler ces facteurs d'appréciation avec les attributs clés du produit et les ingrédients dedans. Et à ce moment-là, on peut vraiment faire du beau travail
si on a ces données-là avec le consommateur, ce que vraiment le consommateur veut, avec l'ingrédient qu'on met dedans, pour essayer d'optimiser le produit, point de vue coût et point de vue qualité aux yeux du consommateur qui l'achète en fin de compte. De toujours remettre en question le status quo, ça c'est très bien, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut toujours se poser la question de pourquoi on fait ça et comment on le fait. Il faut toujours poser ces questions, il faut toujours challenger, ça c'est une très très bonne pratique à garder. Donc de savoir ce qu'il y a de nouveau, point de vue technologie, point de vue ingrédients, parce que ça facilite la tâche pour commencer à foncer dans des optimisations de coûts. Un alignement en amont avec les équipes fonctionnelles sur le protocole de validation est très important parce que parfois on travaille, on arrive jusqu'à presque la phase finale et on commence à avoir des discussions. Ah, moi j'aime ce produit, non, il est différent de l'autre, comment on va le valider? Et donc ça, il faut essayer d'éviter le plus possible ce genre de conversation qui peut ne pas être très amener à des résultats positifs et un engagement positif. Donc, en amont, avoir un protocole et être d'accord dessus avant de passer à l'exécution. La compréhension des exigences réglementaires et d'étiquetage est aussi très importante, non seulement dans vos cas, puisqu'on assume que vous êtes tous exportateurs ou vous voulez devenir exportateurs de produits agro-industriels, donc comprendre la réglementation dans le pays qui recevra ces produits-là est très critique et importante. Le partenariat avec des équipes d'approvisionnement est très, très essentiel aussi. Comme ça, il y a un agenda où il y a des objectifs communs pour l'organisation. Et donc, ce partenariat est très essentiel à avoir dans l'organisation. Et le dernier point que j'ai mis aussi, c'est le test de robustesse de la recette que l'on change. Et surtout quand on parle, encore une fois, on parle d'export, mais ça s'applique aussi au marché local, parce qu'on a beau changer de recette ou de reformuler un produit, mais si on ne teste pas la robustesse pendant le transport, pendant le stockage, etc., on risque d'avoir des échecs. Et ça, c'est des expériences personnelles, encore une fois. C'est des choses à vraiment prendre en considération pour essayer d'avoir le maximum pour maximiser les chances d'avoir un lancement très fructueux sur le marché. Je passe à Aziz pour les ingrédients pour réussir l'optimisation durable. Alors, c'est vraiment la quintessence de notre expérience sur les 20 dernières années. Pour les entreprises qui réussissent à générer entre 3 et 5% d'optimisation intelligente annuelle. C'est impressionnant comme objectif, mais c'est faisable si on arrive à réussir des ingrédients, et c'est pas du tout simple, mais c'est faisable, et on l'a vu à l'œuvre. Donc, ça peut paraître comme des généralités, mais c'est difficile de mettre ensemble ces ingrédients pendant une longue durée pour avoir un impact important. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ça commençait toujours par le top, c'est-à-dire que l'impulsion, le parrainage et l'appui doivent être donnés par la direction générale et le comité de direction, ils doivent être suivis régulièrement dans les instances de décision. Ça veut dire que ça doit devenir un objectif important de la société au même titre que les objectifs, je dirais, classiques. Ensuite, il faut impliquer toute l'organisation et toutes les fonctions et intégrer ces objectifs dans les objectifs classiques de chaque personne dans l'entreprise, quel que soit son niveau hiérarchique. Troisième point, c'est la culture de ce qu'on appelle smart optimization ou des optimisations intelligentes. Et parce que le but à la fin, c'est de rester compétitif. Ce n'est pas uniquement d'économiser de l'argent ou que l'économie ne se retrouve pas à être une économie qui nous coûte très très cher. Enlever des attributs qui participent à la qualité du produit ou à sa différenciation ou à sa compétitivité, ce n'est pas une économie, mais c'est beaucoup plus quelque chose qui pénalise le business. Donc, il faut absolument instaurer cette culture d'optimisation intelligente qui ne détériore pas la qualité du produit, mais qui peut éventuellement même l'améliorer. Le quatrième point, qui est
souvent problématiques à générer parce que c'est culturel et que ça demande beaucoup d'investissement. C'est l'encouragement et l'organisation et la récompense de la génération d'idées à travers tous les niveaux de la société. Et donc, tout le monde est dans le feu de l'action. Les gens n'ont pas le temps de prendre des idées ou de les proposer. Il n'y a pas les forums adéquats pour. La manière avec laquelle les suggestions d'idées ne sont pas bien accueillies, etc., fait que on est tout le temps dans l'opérationnel, la tête dans le guidon, et on ne prend pas assez de temps pour générer des idées pour ses productivités. Le cinquième point, c'est que parfois il y a de bonnes idées, parfois il y a l'appui de la direction générale, parfois c'est dans les objectifs, mais les équipes le processus de discussion, de décision et de réalisation n'est pas bien huilé parce que les équipes ne sont pas bien constituées et qu'elles n'incluent pas toutes les fonctions et toutes les facettes d'un produit. On peut toucher un produit d'une certaine manière, mais si on n'a pas la perspective légale pour voir si c'est légal ce qu'on fait ou les impacts en termes de packaging ou de labeling sur les produits, peut créer un problème plus tard. Et donc, c'est essentiel d'avoir vraiment toutes les fonctions incluses, les ressources humaines aussi en termes de, je dirais, d'impact sur les emplois et en termes de recrutement qu'il faut pour pouvoir générer ces productivités, le marketing, recherche et développement, les ventes, parce qu'ils sont vraiment sur le front. Donc, c'est un véritable objectif de campagne. Et à la fin, je pense que la partie récompense et célébration est souvent occultée, mais elle contribue grandement à mettre en valeur les différents efforts qui ont été faits pour générer des optimisations, parce que c'est compliqué à générer au quotidien en parallèle avec, je dirais, la réalisation des objectifs classiques. Donc voilà, ça résume un peu, ces 6 points résument un peu les ingrédients de succès. On sera ravis, moi et Saad, de prendre vos différentes questions à ce stade sur ce qu'on a couvert ou sur tout ce qui rentre dans l'optimisation intelligente des coûts qui peut vous rendre compétitif aussi bien à l'export, mais on sait très bien que les entreprises qui exportent ont souvent aussi des bases en local. Et donc, on espère que les différents enseignements qu'on a essayé de partager avec vous vont être utiles aussi pour la base au niveau du marché marocain. On a une question d'un jeune entrepreneur basé à Lyon qui a une expérience en exportation des produits alimentaires vers la Mauritanie, qui cherche des fournisseurs vérifiés pour une alliance et créer une filière de vendeurs exclusifs. Euh, on devra rentrer en contact à travers l'ASMEX pour pouvoir qualifier un peu vos besoins et votre secteur d'activité. Je pense qu'au niveau de l'ASMEX, ils pourront vous apporter les réponses nécessaires et on se tient disponible avec eux pour pouvoir y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Ça peut être par chat, comme ça peut être... Il y a une question sur le chat, Monsieur Thierry, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, je suis un jeune entrepreneur basé à Lyon. J'ai une expérience en exportation des produits alimentaires vers la Mauritanie. Donc, cherche des fournisseurs vérifiés pour Alliance et créer une filière, un vendeur et pourriez-vous nous contacter? Donc, non, c'est... Oui, c'est exactement ça. Une expérience en exportation des produits alimentaires vers la Mauritanie. Oui, il cherche des fournisseurs vérifiés. Donc, on lui a demandé de prendre contact avec la SMEX. Et s'il y a besoin d'aide de notre part sur les différentes catégories qu'on couvre, on sera ravis de collaborer avec la SMEX. Mais il faut un peu plus d'informations pour qu'on puisse savoir quel secteur d'activité, quels besoins au niveau des différents fournisseurs.
Vous avez eu votre réponse? C'est Abdallah Al-Mourtaji. Allô? Madame Hind? Oui. Vous avez eu la réponse? Vous avez Alors, il entendu a la écrit réponse? aussi des produits comme farine, idéal crème, fromage. Donc, il écrit sur le chat, Monsieur El Mourtaji. Oui. Donc, il a précisé ces produits qui sont la farine, la crème et le fromage. Voilà. D'accord. Je pense comme Aziz l'a indiqué, je pense qu'à travers votre association, il faut qu'on essaye d'avoir plus d'informations de M. Hada Mourtaji, je pense, pour essayer de voir comment, comment Direct Alliance on pourrait l'aider. Parce que si je comprends bien, sa question c'est pour exporter, pour qualifier des fournisseurs locaux. Ouais. Donc il faut qu'on prenne les détails de ce produit. D'accord, on pourrait donc S'il peut nous laisser, détailler sa question et ouais, vous la transmettre par la suite. ouais, s'il peut laisser ses coordonnées sur le chat, comme ça vous pouvez le contacter. Question sur lequel il y a exclamation. Très bien. El Mourtaji. Peut-être si Ktani, quand on pourrait faire juste un petit résumé pour vous donner les points clés pour une entreprise qui veut optimiser ses coûts. Donc, tac, 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 donc avec 5 ou 6 points, comme vous voulez. Quels sont les conseils pour une entreprise agroalimentaire qui veut optimiser ses coûts pour que les gens gardent en tête quelques étapes, etc. Et s'ils ont besoin de plus de détails, donc à vous contacter directement. Oui, absolument. Je peux commencer. Je laisserai ajouter ces points. Aussi, comme on l'a indiqué, l'esprit d'optimisation, ça commence vraiment le top de l'organisation. Donc, je dirais c'est une culture à instaurer directement dans l'organisation. Nous, à travers nos expériences, on nous demandait chaque année de réduire les coûts de production par un minimum de 2,5 jusqu'à 3,5% annuel. Et ça, ce n'est pas un travail facile quand on l'a à faire chaque année. D'accord? Donc, pour arriver à faire ça, je dirais la première suggestion, recommandation, c'est d'essayer d'instaurer une culture qui accepte un changement, une culture qui accepte que le produit, si ce produit a été fabriqué d'une certaine manière pendant des années et des années, ça ne veut pas dire que c'est la façon dont on peut continuer à le fabriquer. Donc, il faut toujours se poser la question de pourquoi et comment. Pourquoi et comment. Donc la culture, on instaure la culture d'innovation et d'optimisation de coûts. On encourage les gens à demander le pourquoi et comment. Aussi, je pense, on en a parlé, à avoir un système peut-être pour générer des idées et les récompenser aussi. Et ça vient de tout le monde, de tous les employés. Donc, ça ne vient pas que du chef ou du directeur. Ça peut venir de n'importe qui. Parce qu'on est tous porteurs de très bonnes idées. Et il y a juste certains d'entre nous peuvent les exprimer bien comme il faut, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Donc, mais l'idée reste une idée. On peut ne pas la faire, il n'y a pas de souci. Mais il faut encourager les gens à donner leurs idées et à instaurer cet esprit collaboratif. Alors, ce seraient les 3 points, je pense, que je pourrais partager avec vous. Aziz, tu as d'autres à ajouter peut-être? Ce que j'ai vu un peu manquer par rapport à ce qui se fait ailleurs, ou là, ce qui pourrait être une grosse opportunité, c'est la capacité de travailler en tant que secteur
d'activité sur la partie sourcing pour assurer un sourcing local. Ça, c'est le premier point. Les autres points structurels, Saad les a mentionnés. Et la deuxième partie, c'est la partie benchmarking. C'est-à-dire que c'est la partie évaluation de la concurrence. Et souvent, on est en bataille avec les concurrents, donc on a souvent intérêt à occulter un peu ce qu'ils font ou à réagir, beaucoup plus qu'à analyser ce qui fait leur force. Et donc, je pense que l'analyse de la concurrence, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, peut donner des sources d'économie très, très intéressantes par rapport à ça. Madame Hind, Claire? Très bien, donc c'est très clair. On répond Donc, à la question. oui, c'est très clair. C'est un résumé, donc c'est surtout le benchmark à la concurrence. Il faut voir ce qui se passe ailleurs, peut-être pour pouvoir s'en attirer. La culture d'organisation, oui, se poser le pourquoi et le comment, et puis et donc encourager les idées, comme vous l'avez dit, et les récompenser. Très bien. Donc, je vois que quelqu'un sur la chat pose une question, mais voilà, c'est pas encore clair. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions donc, parmi les participants, donc on peut clore ces sessions. Donc, on vous remercie et donc on va garder vos contacts qu'on va donc envoyer à tous les participants s'ils ont besoin de plus de détails. Donc, aller en profondeur sur leur projet pour optimiser les coûts et qu'ils n'hésiteront pas de vous contacter. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Donc, merci Monsieur Sali, merci Monsieur Ngeloun. Merci beaucoup à l'ASMEX, merci beaucoup Hind. C'est Mounir aussi. Moi. Merci, bonne journée. Rouge.